Bonjour à toutes et à tous. Je vais rapidement vous adresser quelques mots. D'abord, pour vous remercier les uns et les autres, que vous soyez présents physiquement dans cette salle de la conférence de presse du Sénat ou que vous soyez présents via une visio à distance pour que nous puissions vous donner le rendu des conclusions de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Il m'appartient de vous rappeler, avant que je ne cède la parole au rapporteur Guillaume Gontard, que cette commission d'enquête a été formée mi-janvier à la demande du groupe écologiste Solidarité Territoire dans le cadre de son droit de tirage au Sénat. Et au Sénat, chaque année, chaque groupe politique a la possibilité de demander l'examen d'une question particulière. La direction de l'instance est alors partagée entre la majorité et l'opposition, ce qui explique aujourd'hui que j'ai été donc la présidente de cette commission d'enquête et que le groupe qui a demandé donc la commission d'enquête, à travers Guillaume Gontard, qui en est le rapporteur. Alors depuis cette date, puisque la commission d'enquête a été formée à la fin du mois de janvier, nous avons tenu 21 séances plénières. Nous avons réalisé 3 déplacements en Isère, dans les Alpes-Maritimes, et à Bruxelles, auprès des institutions européennes. Nous aurons auditionné pendant ces 5 mois de création de la commission d'enquête 174 personnes, que ce soit en audition individuelle ou à travers un certain nombre de tables rondes, soit un très large panel du secteur et du spectre de la rénovation énergétique des logements, parce que je le rappelle bien, notre commission d'enquête a voulu se centrer uniquement sur la rénovation énergétique des logements. Bien sûr que le spectre pouvait être beaucoup plus large à travers ne serait-ce que les bâtiments publics, mais nous avons voulu donc concentrer tous nos travaux sur la rénovation énergétique des logements. Nous aurons donc siégé pendant plus de 66 heures. Nous avons également demandé une étude de législation comparée. Et au final, notre rapport fait un peu plus de 200 pages et il formule environ une vingtaine de propositions que le rapporteur va vous présenter dans quelques instants. Ce que nous avons voulu faire, c'est d'abord, nous avons voulu comprendre véritablement pourquoi notre pays ne parvenait pas, depuis de très nombreuses années, à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés en matière de rénovation énergétique des logements. Et puis d'autre part, nous avons cherché à véritablement imaginer des solutions, à formuler un certain nombre de propositions. Et ces propositions, nous avons voulu, plutôt que de retenir de nouveau à la fois des objectifs qui pouvaient encore être peut-être plus vertueux que ceux qui ont été fixés à travers l'atteinte de la stratégie nationale bas carbone en 2050, des objectifs qui auraient été encore des objectifs plutôt déclaratoires, voire incantatoires que véritablement réalistes. Nous avons cherché dans les propositions et dans les solutions à donner des réponses qui soient des réponses pragmatique, réaliste, au plus près des territoires et à l'écoute de ces territoires, mais aussi à l'écoute des professionnels, des collectivités locales et territoriales et bien sûr de nos concitoyens que nous souhaitons voir embarquer encore plus dans ce parcours de rénovation énergétique de leur logement. Nous pensons que ce n'est plus maintenant le moment de nouveau de fixer des objectifs, ni même de remettre en cause ceux qui ont été mis dans le cadre de la loi climat et résilience, et qu'il n'est pas non plus besoin de justifier aujourd'hui le besoin impératif de rénovation énergétique des logements. Mais nous sommes pour nous convaincus qu'il nous faut maintenant passer dans l'action et dans la mise en œuvre de cette politique de rénovation énergétique des logements. C'est en tout cas l'une des forces de notre travail et l'un des grands défis de la politique que nous avons souhaité relever en la matière, en nous appuyant, je le répète encore une fois, sur les acteurs de terrain, en déployant une véritable chaîne de confiance et en développant une filière industrielle française qui permette de réussir justement l'accélération du rythme des rénovations
et principalement des rénovations globales performantes, puisqu'aujourd'hui, ces rénovations globales performantes, elles ne sont pas, loin de là, à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Mais donc, c'est aussi le bien fondé d'un certain nombre de propositions pour que nous puissions embarquer le plus grand nombre dans ce type de rénovation et passer de la massification des rénovations par geste à des rénovations qui soient efficaces, qui s'inscrivent dans un parcours qui soit quand même pas trop long et qui conduisent véritablement à des rénovations globales performantes, parce que c'est à ce prix-là que nous pourrons essayer d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, soit d'ici 2030, soit un peu plus loin, d'ici 2050. Voilà ce que je souhaitais vous dire en préambule de cette ouverture de cette conférence de presse, et je laisse sans plus tarder la parole à notre rapporteur Guillaume Gontard. Merci, merci Madame la Présidente, chers collègues qui sont présents et qui nous ont également accompagnés pour ces travaux. Merci à vous tous pour votre présence, et puis également à ceux qui sont du coup qui nous regardent en visio. Je crois que Madame la Présidente a bien introduit en tout cas le sujet, et peut-être effectivement revenir sur pourquoi effectivement le groupe Écologie, Solidarité et Territoire a décidé de mettre en place cette commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. C'était à la fois de se dire que quand on regarde ce qui se passe déjà sur l'ambition qu'on peut avoir, et puis sur peut-être replacer la place du bâtiment et de la rénovation énergétique. Le bâtiment, c'est 48% de la consommation d'énergie. Donc on voit que c'est un gros bloc, en tout cas, quand on veut travailler, tracer cette route sur la neutralité carbone, et c'est 28% des gaz à effet de serre. Et donc on voit que c'est en tout cas un des secteurs sur lequel il faut agir, sur lequel on peut agir, et sur lequel on peut agir, je dirais, de manière massive pour faire baisser cette réduction des gaz à effet de serre et de se mettre justement dans cette orientation de cette prévision d'une neutralité carbone à 2050. Et donc, il nous a paru important, je dirais même primordial, de se dire, voilà, on a une politique publique qui est mise en place, qui fonctionne en tout cas avec certaines mesures depuis plus d'une dizaine d'années. Les accords de Paris, avec des accords toujours, avec des objectifs toujours très ambitieux, ça a été rappelé. Les accords de Paris, c'était d'atteindre 500 000 logements rénovés, type BBC, par an. Et on voit bien qu'on est très loin du compte, et que ces objectifs, on les a augmentés année après année. On est passé à 700 000 logements, cet objectif de 700 000 logements rénovés. Mais on voit que le résultat qu'on a pu mettre en œuvre n'est pas tout à fait à la hauteur. Que si on regarde, suivant les différentes enquêtes, on doit être allé sur les dernières années, entre 20 à 50 000 logements qui ont été rénovés type BBC. Donc il y avait déjà de se poser les questions à la fois sur, on a des objectifs ambitieux, on a, et ça a été rappelé aussi, un consensus politique, ce qui n'est pas fréquent, on va dire, dans différents domaines, mais là je dirais que politiquement, on est tous d'accord pour dire que oui, il faut agir. Je l'ai rappelé avec les chiffres sur l'importance de l'action sur les gaz à effet de serre, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut avancer très fortement sur ces politiques de rénovation thermique. Donc un consensus politique, mine de rien de l'argent public. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'argent public qui ont été mis pour cette politique de rénovation énergétique. Alors on peut toujours discuter du plus, et d'ailleurs on aura des propositions effectivement sur cette question énergétique, mais en tout cas on a eu au cours des 10 dernières années de l'argent qui a été mis sur cette politique, et donc c'est de se poser réellement la question justement de l'efficacité des politiques qui sont mises en place et de l'argent public qui est utilisé pour arriver justement à atteindre ces objectifs. Et puis, c'est vrai que malgré ce consensus, malgré cette ambition, on voit bien, et je l'ai dit, qu'il y avait des résultats qui étaient peu satisfaisants. Et
j'ai un peu l'impression, un petit peu comme si on était au pied d'une montagne, que la montagne, elle était assez importante à gravir, mais qu'on n'avait pas encore trouvé le bon chemin, et qu'on était un petit peu dans des sentiers au bas de la montagne, qu'on essayait de trouver une direction, que parfois on se perdait, parfois on revenait on revenait en arrière, mais du coup un manque de clarté, et qu'on est encore en recherche justement du chemin pour arriver justement en haut de cette montagne. Donc on a un cap, on sait où il faut aller, on sait justement où est le sommet. Maintenant, il faut trouver le bon chemin. Moi qui suis plutôt un montagnard, voilà, on a des cairns, hein, c'est des petits signaux qu'on met le long du chemin. Et ben c'est ce qu'on essaye de faire, et à travers les propositions que je vous présenterai, c'est voilà, tracer ce cap-là, étape après étape, sur comment on peut atteindre ces objectifs pour arriver justement au sommet de la montagne. Donc c'est évidemment le but de ce rapport, c'est à la fois un bilan, et je pense qu'on a un bilan très complet sur ces politiques publiques, et puis de tracer cet itinéraire qui soit assez clair. Ça a été rappelé, c'est un travail collectif, transpartisan, puisque l'ensemble des représentations politiques sont dans cette commission d'enquête. C'est un rapport qui a été voté à l'unanimité, donc, mais c'est vrai que je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment un travail collectif avec l'ensemble des collègues ici au Sénat qui ont participé à ce travail. Je ne vais pas redire les chiffres que Madame la Présidente a pu dire, mais c'est vrai qu'on a siégé 66 heures, qu'on a auditionné plus de 174 personnes, donc c'est un travail particulièrement important, mais qui nous a permis d'avoir, je dirais, dans un premier temps déjà une photographie assez exacte de à la fois là où on est, comment ces politiques sont mises en place, et qu'est-ce qu'il faudrait évidemment modifier. Le premier constat, c'est d'abord une politique qui est en chantier. Je l'ai dit, on voit qu'on a des tentatives, on a des choses qui sont en train de se mettre en place, on a des choses qui se structurent, on commence à voir justement ce chemin qui se trace, mais c'est encore en chantier. On a encore 5,2 millions de passoires thermiques, 5,6 ménages qui sont en précarité énergétique. Donc on voit le nombre et l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble des Françaises et des Français. Et il y a un chiffre peut-être important, enfin, sur ce rapport en fait entre où est utilisé l'argent public, notamment sur le bouclier énergétique. Sur la dernière année, ce bouclier énergétique qui permet on va dire permettre de tempérer en tout cas le coût de la hausse de l'énergie qu'on a pu connaître ces derniers temps, et donc cet argent public a été mis à disposition des particuliers, des collectivités, des entreprises pour faire baisser, pour atténuer leur facture énergétique. Ce coût du bouclier énergétique, c'est 64 milliards d'euros sur la dernière année, sur un peu plus d'un an. C'est des sommes qui sont colossales, et donc on voit bien que cet argent-là, il a servi juste à essayer de faire en sorte qu'on passe le cap, en tout cas qu'on puisse encore permettre de se chauffer à des tarifs qui puissent être encore acceptables. Mais surtout, cet argent public, on le sait aussi, a servi à financer en fait la spéculation autour du marché de l'électricité. Mais face à ça, si on regarde l'ensemble des aides à la rénovation qui ont été mises sur le même temps, et donc qui permettent justement de faire baisser ces dépenses énergétiques, on a mis, si on met tout à bout l'ensemble des politiques qui ont été mises en place, que ce soit MaPrimeRénov', que ce soit prêt à taux zéro, que ce soit les C2E, etc., quand on additionne tout ça, on a mis 8,6 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, mais on voit le décalage qu'il peut y avoir entre, d'un côté, 64 milliards d'euros qui ont été mis pour, je dirais, atténuer l'effet de la hausse de l'énergie, et puis ce qu'on a pu mettre en termes d'argent public pour, au contraire, aller vers la sobriété, faire en sorte justement que les ménages subissent moins justement cette précarité énergétique. Donc on voit que voilà, ce décalage qu'on peut aussi avoir dans la mise en place de ces politiques publiques. Mais je l'ai dit aussi, ce n'est pas qu'une question financière, une question d'argent, on y reviendra. Ce qu'on a pu voir, en tout cas dans ce premier constat et dans cette politique qui est en chantier, c'est peut-être ce risque de découragement. Et ça, c'est peut-être un point important sur le fait que
on entend un petit peu parfois de se dire, bon, les politiques, la rénovation thermique, c'est très sympathique, ça coûte très cher, mais en fait, on n'atteint pas nos objectifs. Donc, en fait, c'est pas très viable, c'est pas très performant. Et ça, c'est vrai que c'est un discours qu'on peut entendre, qui n'est pas une réalité, mais en tout cas, on pourrait avoir cette tendance, et on l'a vu d'ailleurs dans des politiques publiques qui ont été mises en place aussi récemment, et dans des annonces du gouvernement, c'est d'aller uniquement vers une décarbonation. Et c'est donc d'aller vers changement de chaudière, et de se dire, en gros, il y a quelque chose d'assez simple. Si on passe tous nos équipements de production de chaleur en fait en chauffage électrique, bah oui, on décarbone et on va avoir quelque chose d'assez efficace pour décarboner. C'est vrai, on va dire, sur le papier, mais c'est un vrai danger, puisque si on va sur cette orientation-là et qu'on passe tout sur l'électrique, on va avoir de vrai, et ça, l'ensemble des acteurs qu'on a pu auditionner nous l'ont dit et nous ont mis en garde, sur le fait qu'on allait vers une vraie problématique de fourniture d'électricité, de capacité à fournir cette électricité. Et donc là, il y avait un véritable risque, et donc on a besoin justement de réfléchir autrement, et évidemment d'aller vers cette sobriété. Et donc d'agir sur les deux niveaux, à la fois agir sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur la sobriété, parce que quand on agit sur la rénovation thermique, on agit sur le confort du bâtiment, sur la sobriété, donc sur moins de consommation, on agit aussi sur la santé des personnes qui vivent dans des passoires thermiques, on sait l'impact que ça peut avoir sur leur santé, et donc on agit aussi sur ces questions de santé, de prévention sur de long terme. Donc cette question de la rénovation thermique, en fait, elle est beaucoup plus large que le simple biais de la décarbonation, et donc de ce risque qu'on pourrait avoir à un moment donné de se dire, bon, il y a une solution assez simple, peut-être un peu moins coûteuse. Là, on a été tous unanimes, en tout cas, sur la commission, pour se dire, non, il faut vraiment avoir cette vision globale. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est un changement permanent des politiques publiques au cours des différentes années, alors en fonction des différents ministères, en fonction des différents ministres et des différentes orientations, mais aussi, on le voit avec MaPrimeRénov', certains nous disaient sur les orientations de MaPrimeRénov', parfois c'est des changements, plus que plusieurs changements par mois en termes d'orientation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement dommageable en fait sur la visibilité en tout cas de ces politiques publiques, parce que ça amène à la fois de l'attentisme, de la confusion, ça amène un effet aussi de stop and go, puisque en fait comme on change à chaque fois, certains hésitent ou en tout cas ne se lancent pas dans ces programmes de rénovation en se disant je vais attendre, il va y avoir d'autres mesures, et donc ce changement permanent est aussi dommageable. Et puis sur les objectifs qu'on a pu regarder, enfin, en tout cas qui ont été mis en place, si on regarde en 2021-2022, et si on regarde les chiffres en tout cas du gouvernement, et sur MaPrimeRénov', c'est vrai qu'on a eu 700 000 à peu près primes rénov' qui ont été déclenchées. Donc on pourrait se dire, oui, on a atteint ces objectifs, on a atteint justement ces 700 000 rénovations, sauf que si on regarde de plus près l'ensemble de ces chiffres et ces 700 000 gestes, on va dire, de rénovation, justement, ce ne sont que des gestes, et à 72%, c'est du changement de chaudière, et donc on est à très faible niveau de rénovation globale, de rénovation performante, et je l'ai dit tout à l'heure, ça doit être entre 20 et 50 000 logements qui ont été rénovés sur ces 700 000 gestes qui ont été faits en termes de rénovation thermique et de lien avec MaPrimeRénov'. Donc on voit que ça, c'est une vraie problématique en tout cas, et c'est vraiment un axe et un enjeu sur lequel il faut qu'on puisse travailler. Et puis il y a aussi sur ces politiques publiques un vrai problème de confiance. On a cette nécessité de redonner confiance à toutes ces personnes qui souhaitent justement s'engager dans ce processus de rénovation thermique. Il y a évidemment le sujet des fraudes, dont on a beaucoup parlé, dont on a beaucoup entendu parler, qui sont une réalité. La question des fraudes, alors qu'ils sont à différents niveaux et sur différents aspects, à la fois sur des réalisations de travaux qui ne sont pas satisfaisants et qui ne portent pas satisfaction à la fin, mais aussi sur l'accompagnement, c'est-à-dire des gens qui peuvent se faire abuser sur le type de rénovation qu'ils doivent faire, à qui on va proposer une chaudière alors que ça ne serait absolument pas ce qu'ils devraient faire en premier lieu. Il y a tous ces aspects de fraude, et donc on a besoin aussi de retrouver cette confiance, de mieux encadrer ce parcours de rénovation.
Les enjeux majeurs qu'on peut voir, en tout cas sur cette question de la rénovation thermique, c'est peut-être sur la question je dirais du défi de l'accélération de la rénovation. Je l'ai dit un petit peu au début, si on veut atteindre cette neutralité, c'est 370 000 logements en rénovation globale qu'il faudrait réaliser jusqu'à 2030, et ensuite c'est 700 000 au-delà. Donc on voit le cap qui a passé par rapport aux 20 000 ou 50 000 que j'ai pu annoncer. Donc il y a vraiment un défi d'accélérer cette rénovation, et donc c'est les propositions qu'on fait en s'appuyant justement sur ce qui existe. Ce qu'a dit Madame la Présidente, le but de la Commission n'a absolument pas été de renverser la table. Au contraire, c'était de dire allons vers des choses et des propositions qui soient à la fois réalistes financièrement, réalistes pour la filière, mais réalistes aussi pour atteindre ces objectifs indispensables. Et donc on a ce défi de l'accélération de la rénovation, et je dirais qu'il y a 4 principes qui sont ressortis. C'est à la fois on a besoin de visibilité, on a besoin de simplicité, on a besoin d'efficacité et on a besoin de constance. Cette question de constance, elle est particulièrement importante dans cette politique publique. Ça va avec aussi cette visibilité. Et donc, je l'ai dit, c'est à la fois redonner confiance, favoriser une rénovation à la fois efficace, intégrée dans des parcours. C'est intégrer aussi cette rénovation dans un cadre social et solidaire, pour permettre aux plus faibles, aux plus défavorisés, qui sont en plus grand nombre justement à habiter dans des passoires thermiques, de pouvoir accéder justement à cette rénovation thermique avec un reste à charge qui soit le plus bas possible, qui soit au minimum, et avec un accompagnement lié à des prêts à taux zéro, etc., pour que l'impact sur leur porte-monnaie soit le plus faible possible et qu'ils puissent s'engager dans ces travaux. Et puis de la stabilité avec un programme budgétaire qui paraît indispensable sur plusieurs années. Donc la Commission a fait 23 propositions. Je dirais bloc de propositions, parce que c'est pas, je ne vais pas les détailler complètement, parce qu'on en aurait pour un certain temps, et puis vous avez eu l'ensemble des documents, et puis on est tout à fait prêt évidemment à répondre à l'ensemble des questions, mais c'est plutôt des blocs de propositions sur des orientations. On a un premier axe qui est plutôt fixé justement une stratégie à la fois stable, ambitieuse et solidaire. Et il y a un premier aspect dans nos recommandations qui est sur le mix énergétique, qui doit être à la fois équilibré et résilient. On appuie beaucoup là-dessus parce que, je l'ai dit, si on va sur une tout électrique, on voit les problématiques qu'on peut avoir et qu'on a cette orientation et ce risque-là, et que notamment on a des alertes sur la réduction sur l'interdiction plutôt des chaudières à gaz notamment, dont on dit attention, la nécessité d'aller doucement, de ne pas interdire en tout cas immédiatement les chaudières à gaz, de ne pas forcément les subventionner, mais en tout cas de les garder dans ce mix énergétique, parce qu'on peut en avoir besoin. On peut en avoir besoin en lien avec les pompes à chaleur, on peut en avoir besoin en lien avec la méthanisation. Donc on a besoin de l'ensemble de ce mix énergétique, comme on a besoin des réseaux de chaleur, et donc ne pas se lancer uniquement sur du tout électrique, et d'avoir vraiment cette vision sur la production d'énergie et sur l'énergie qu'on va utiliser, aussi avec ce regard qui peut être local. On a besoin aussi d'avoir des rénovations, je l'ai dit, plus efficaces et qui s'intègrent dans des parcours de rénovation globale, et qu'on ait cet accompagnement complet des personnes qui se lancent, pour que même si on a des rénovations par geste, on n'interdit pas, on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des rénovations par geste, mais elle doit s'intégrer dans un parcours de rénovation, pour que l'ordre de ces rénovations puisse se faire justement dans un ordre efficace. On a aussi de garantir, et je l'ai dit, la stabilité des aides et leur financement à travers une loi de programmation. Ça nous paraît indispensable, et je pense que c'est quelque chose, je pense que tous les ministres, peut-être un, mais sinon tous à l'unanimité, nous ont dit qu'on a besoin de cette visibilité sur du long terme, justement pour éviter ce système de stop and go, et d'avoir une loi de programmation, d'avoir une trajectoire financière sur plusieurs années. On a besoin aussi d'assurer un pilotage de la rénovation énergétique au niveau du Premier ministre, pour avoir
cette visibilité et une cohérence entre l'ensemble des différents ministères qui sont en charge de la rénovation. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous paraît important. Ensuite, on a besoin de retrouver la confiance. Et il y a un aspect qui paraît important, c'est la question du DPE. Ce DPE, c'est devenu un outil central, je dirais primordial dans la rénovation thermique. Il a beaucoup fait parler de lui sur sa première version, la version actuelle, mais n'empêche que c'est un outil central sur lequel s'appuie l'ensemble des politiques publiques à l'échelle européenne. Et donc on sait qu'on ne reviendra pas dessus, et en plus on pense que c'est un outil qui peut être particulièrement intéressant. Mais pour qu'il soit intéressant, il faut qu'il soit à la fois beaucoup plus fiable, beaucoup plus robuste, et on fait un certain nombre de propositions pour intégrer dans ce DPE un certain nombre à la fois qui soit justement plus cohérent, qui rentre en compte beaucoup plus de choses, que ça soit sur la question des matériaux biosourcés, que ça soit sur la question du bâti ancien, et de pouvoir intégrer cette notion de bâti ancien dans la question des DPE, d'avoir voilà, ce DPE qui soit beaucoup plus robuste et qui prenne en compte l'ensemble. Et donc on demande à ce qu'on puisse avoir, et on fait des propositions pour qu'on puisse renforcer ce DPE, et puis de rendre ce DPE obligatoire pour l'ensemble en fait des aides. À chaque fois qu'il y a une demande d'aide, de se dire il faut qu'il y ait un DPE, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Quelqu'un qui va changer actuellement sa chaudière va avoir des subventions, mais n'aura pas forcément fait de DPE. Et on pense que ce passage par le DPE permet à la fois de sécuriser justement ce parcours, puisque la personne qui va avoir son DPE, on va lui donner une trajectoire sur les éléments qu'elle devra faire, déjà de savoir où elle en est, où elle doit aller, et puis ensuite la succession de gestes qu'elle devra réaliser, et dans le bon ordre. Et donc c'est aussi un élément qui permettra d'éviter ces fraudes, puisqu'on aura cette sécurité à travers le DPE, et ça évitera de pouvoir être abusé par la suite. Et donc cette place du DPE, elle est particulièrement importante. On a aussi la question de replacer les collectivités locales au cœur. Ça, c'est quelque chose, on est au Sénat évidemment, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. On a des initiatives, on a eu des innovations au niveau local, sur des plateformes de rénovation, sur des agences locales de l'énergie, qui fonctionnent, qui marchent, des accompagnements qui ont été mis en place. Et on dit attention aussi au gouvernement à ce que ce qui est mis en place ne vienne pas gommer, ne vienne pas remplacer ce qui existe sur les territoires, mais au contraire, qui viennent s'appuyer sur ce qui existe et qui viennent les amplifier, et notamment d'avoir ces plateformes de rénovation, ces guichets uniques, qui soient répartis sur l'ensemble du territoire, notamment avec au minimum un guichet unique par intercommunalité, mais ça peut être beaucoup plus, pour avoir justement cette orientation, mais en n'ayant pas une politique qui oublie ce qui existe déjà. Il y a la question de l'accompagnateur Rénov', qui est un accompagnement, l'accompagnateur Rénov', qui est effectivement un élément important, justement, dans ce parcours et cet accompagnement, à condition que ça puisse être un élément à la fois de confiance, et donc la question de la compétence et de sa neutralité. Donc on fait aussi un certain nombre, on n'a pas encore de totale visibilité sur ce que sera réellement l'accompagnateur Rénov', notamment aussi sur sa mission, mais nous en tout cas on propose de faire très attention sur la question de la confiance. Ça peut être aussi un agent territorial, mais en tout cas faire en sorte que tout au long, et que si on veut que cet accompagnement fonctionne, il faut qu'il y ait cette confiance absolue quand on fait appel à lui. Et puis il y a toute la question, j'en ai parlé, sur comment mieux lutter contre la fraude. D'abord, on propose de redonner des moyens humains à la DGCCRF, puisque c'est déjà pour à la fois le contrôle. C'est aussi de pouvoir mieux croiser l'ensemble des contrôles, puisque ce qu'on a vu entre les contrôles qui peuvent être faits par l'ANA sur les C2E, etc., qu'on puisse avoir un croisement des fichiers, qu'on puisse mieux détecter ces contrôles, d'alourdir un certain nombre de peines aussi, puisqu'on voit qu'on a des peines qui sont trop faibles, et en tout cas qui ne sont pas assez, qui n'empêchent pas en tout cas c'est l'ensemble de ces fraudes. Et puis sur la question de tout ce qui peut être numérique, puisqu'on voit qu'on a un gros biais sur tous les sites internet de la personne qui veut faire sa rénovation, va taper rénovation sur internet, va aller directement sur des sites et qui vont vendre directement pompe à chaleur en général, et donc sortir en fait du réel parcours dans lequel elle devrait aller. Et donc ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une obligation d'avoir un lien et d'avoir un renvoi vers la plateforme France Rénov' qui, elle, réoriente correctement et qui du coup
propose justement, puisque maintenant, dans ce qu'on propose, le DPE sera obligatoire et donc permettra justement à la fois cette prise en charge et d'aller vers le bon parcours. Ensuite, on a tout un volet sur le financement de la rénovation. On l'a dit, il faut aller vers de la rénovation globale, il faut vraiment prioriser la rénovation globale et également sur une rénovation qui soit à la fois sociale et solidaire. Donc ce qu'on propose, c'est de porter les crédits de MaPrimeRénov' de 4,5 milliards, de les porter à 4,5 milliards, pardon, et ce qui les augmente de 1,6 milliard, et de tripler les aides pour les plus modestes, et c'est-à-dire dans une rénovation globale, de pouvoir avoir des aides qui aillent jusqu'à 45 000 euros. La moyenne d'une rénovation globale pour un logement, c'est entre 50 et 60 000 euros. Donc on propose de porter ces aides jusqu'à 45 000 euros. Il faut savoir qu'actuellement, le total de ces aides au maximum est à 17 500 euros. Et puis d'associer notamment l'éco-PTZ, de l'augmenter, de le porter de 50 à 70 000 euros aussi pour les rénovations globales. Et puis d'accorder un taux zéro pour le prêt avance rénovation, puisque c'est un dispositif qu'il faut aussi qu'on puisse développer, qu'on appelle aussi prêt hypothécaire, mais en tout cas qui puisse être utilisé en complément justement de ces rénovations globales pour les faibles revenus, qui leur permettront en fait d'avoir à débourser un minimum, voire rien, et de pouvoir rembourser leur prêt lors de la vente de leur appartement ou de leur logement. Un autre aspect qui est de coupler les aides et d'avoir une meilleure visibilité entre les aides MaPrimeRénov' et les C2E. Actuellement, on a des orientations totalement différentes entre MaPrimeRénov'. Les C2E, on a eu les isolations à 1 euro, on a eu les chaudières à 1 euro, et en même temps, on essaye de promouvoir la rénovation globale. Et donc là, on voit qu'on a cette nécessité de plutôt travailler, de coupler ces aides et d'avoir une meilleure visibilité. Bon, il y a d'autres dispositifs, mais je vous laisserai poser les questions. Peut-être un point sur la question du collectif, et notamment des copropriétés. Sur la question des copropriétés, on sait que c'est là où on peut massifier les aides, mais c'est là aussi où on a le plus de mal, à la fois sur la prise de décision. Donc on a un certain nombre de propositions sur la prise de décision dans les copropriétés pour faire en sorte que cette prise de décision soit à la fois plus simple, plus facile. Sur aussi la question du financement et des prêts aussi auprès des copropriétés. Et puis un élément important sur, encore une fois, la question du DPE. On propose de rendre le DPE un DPE collectif pour les copropriétés. Actuellement, on a un DPE individuel, ça veut dire par logement, ce qui pose un certain nombre de problèmes, puisque dans un bâtiment global, on peut avoir des logements très différents. Le logement qui est au dernier étage, qui est mal isolé en toiture, etc., va être par exemple classé en G. Les logements qui sont au cœur du bâtiment, eux, vont être de meilleure qualité. Et donc ça ne favorise pas le fait qu'on ait une décision solidaire en fait sur l'ensemble du bâtiment. Et donc de rendre opposable un DPE collectif pour les copropriétés qui permet justement d'avoir cette vision globale, cette prise de décision plutôt solidaire sur l'ensemble du bâtiment. On garde évidemment le DPE pour les logements individuels, mais qui ne seront plus opposables, mais qui permet quand même pour le locataire de savoir la qualité réelle de son logement. Et ça, on pense que c'est vraiment quelque chose qui peut permettre de booster justement ces rénovations thermiques sur les copropriétés. Et puis il y a un autre aspect important, c'est sur le collectif social et sur les bailleurs sociaux. Là, on voit qu'on a un vrai levier et une vraie possibilité de pouvoir aller très vite et de pouvoir intervenir très fortement sur la rénovation thermique. Les bailleurs sociaux savent faire, ils ont l'habitude, ils ont d'ailleurs un parc plutôt souvent de meilleure qualité, ils ont envie d'y aller, ils nous l'ont dit, ils veulent tenir les objectifs, il leur manque une seule chose, c'est du financement, c'est en gros de l'argent pour pouvoir mettre en place ces travaux de rénovation. Donc là, on a un vrai biais, et donc on propose de redonner 1,5 milliard d'aides de l'État aux bailleurs sociaux dès 2024 pour justement booster très fortement ces travaux sur le logement social, qui permettra d'aller relativement vite justement dans ces rénovations. Et puis il y a tout l'aspect, pour terminer, sur la structuration de la filière industrielle, puisque ce qui est quand même
important aussi à souligner, c'est que 1 € qui est mis dans la rénovation thermique, il est loin d'être perdu, puisqu'il y a toute l'action qui va être faite sur les économies qu'on va faire sur l'énergie, mais il y a aussi tout ce que ça va développer en termes économiques, à la fois liés aux entreprises, mise en place de structures. On sait qu'on va avoir besoin de matériaux, on va avoir besoin de matériaux biosourcés, et donc là, il y a toute une opportunité pour développer une filière locale de matériaux, d'entreprises de réalisation de l'ensemble de ces travaux. Et donc on a besoin de former très fortement l'ensemble de ces entreprises. Donc on propose de former plus de 200 000 professionnels d'ici 2030 et de mettre des dispositifs en place pour pouvoir former ces professionnels. Parce que sinon, je dirais qu'on n'y arrivera pas en fait. Hein, et c'est toute et je dirais la cohérence qu'on doit avoir. Si on mettait beaucoup plus d'argent, il faut encore avoir les capacités sur le terrain, en termes d'entreprise, de pouvoir réaliser l'ensemble des travaux. Donc la nécessité, effectivement, de monter en charge très fortement sur la formation professionnelle. Là, de soutenir fortement, je l'ai dit aussi, la relocalisation de la filière française de matériaux et d'équipements. On sait notamment que les packs actuellement sont fabriqués pour une très grande partie, voire la quasi majeure partie en Chine. Et donc on a besoin de relocaliser et de réfléchir justement à la manière de relocaliser la fabrication de ces matériels sur notre sol, mais également sur l'ensemble des matériaux biosourcés, que ce soit la filière chanvre, la filière paille, tous les matériaux qu'on peut réaliser à l'échelle locale. Également sur le développement de la géothermie, qui paraît aussi quelque chose d'important et qui est souvent oublié. Ça fait écho avec les premières mesures que je disais, c'est de vraiment se replacer dans un mixte énergétique. Et puis il y a la question du fonds chaleur, qui est où on propose de doubler ce fonds chaleur et de le passer à 1 milliard d'euros. Ce fonds chaleur qui permet de faire des réseaux de chaleur et des réseaux de froid également, et qui est vraiment quelque chose qui peut être particulièrement adapté à la fois sur les baisses de consommation et l'efficacité énergétique qu'on peut avoir, notamment sur le collectif et sur les copropriétés. Et puis, ma collègue est là et qui a beaucoup suivi sur la question de la rénovation du bâti ancien et patrimonial. On a aussi fait un certain nombre de propositions, j'en ai parlé à travers les DPE, mais pas que, sur comment on prend en compte le bâti patrimonial, qui n'est pas forcément le bâti classé, hein, qui est tout le bâti qui est avant 1948, des bâtiments avec des matériaux, notamment souvent, que ce soit du pisé, que ce soit de la pierre, etc., qui sont mal pris en compte à la fois dans le DPE, mais aussi sur lesquels on peut avoir des risques en termes de rénovation, de dégradation, de rénovation qui ne soit pas adaptée à ce type de bâtiment. Et donc là, on fait un certain nombre de propositions, à la fois en termes de formation, en termes d'alerte aussi, via le DPE, pour alerter aussi les propriétaires de ces bâtiments, pour dire attention, ne faites pas n'importe quoi, il y a des solutions, mais par contre, il faut que ces solutions soient adaptées. Et ça nous aussi paraît intéressant. Et puis pour terminer, parce que c'est quelque chose pour le coup d'actualité sur la question du confort thermique d'été, où on fait un certain nombre de propositions. C'est vrai que sur le DPE tel qu'il est fait actuellement, c'est quelque chose qui est totalement oublié, ou en tout cas qui est juste partiellement abordé. Et on a besoin d'avoir une vraie réflexion sur la question du confort thermique d'été. Donc on propose d'associer justement au DPE tout un volet sur le confort thermique d'été. Et puis également, dans les aides MaPrimeRénov', que soit intégré un certain nombre de dispositifs liés au confort thermique d'été, puisqu'on sait qu'il y a des choses assez faciles. La mise en place de volets, la mise en place de persiennes, de stores, de peindre en blanc des toitures d'immeubles. C'est des choses qui coûtent peu d'argent et qui ont des efficacités très fortes en confort thermique d'été. Et donc il faut qu'elles puissent être, au même titre que les chaudières, que l'isolation, etc., prises en charge dans le cadre de ma prime rénov'. On sait que c'est un enjeu particulièrement important. On sait qu'on a des pics de chaleur et qui vont parfois dépasser les 50 degrés. Et c'est aussi néfaste de vivre dans un appartement. On a eu des mesures qui ont été faites sur l'été dernier avec des appartements à plus de 38 degrés. Et donc on voit bien que c'est totalement invivable. Et donc on a vraiment nécessité aussi d'avoir cette réflexion globale quand on intervient sur de la rénovation. Parce que sinon on risque aussi de faire des bêtises, et ce qui a déjà été fait, c'est des rénovations qui soient tournées uniquement sur le confort d'été, sur le confort d'hiver, et puis en fait qui
n'apporte rien, en tout cas en termes de confort d'été, qui reste d'être un enjeu aussi important et un enjeu aussi énergétique, puisque sinon c'est de la climatisation et donc de la dépense énergétique et donc de la dépense électrique. Voilà rapidement le balayage un petit peu de l'ensemble de ces propositions, même si voilà, c'est difficile de vous faire l'exhaustivité de tout ce qu'on a pu proposer. On a un rapport de plus de 200 pages, donc je vous laisserai le consulter. Mais je suis, et nous sommes évidemment prêts à répondre à l'ensemble de vos questions. Oui. Alors, deux questions. La première, est-ce que vous avez... Bonjour, Adrien Vicente pour l'agence France Presse. J'ai deux questions. La première sur le chiffrage des propositions. Il y a plusieurs propositions qui proposent de dépenser davantage. Est-ce qu'il y a un chiffrage global et ensuite, est-ce que vous en avez parlé avec l'exécutif? On a eu récemment le CNR Logement qui a accouché de mesures assez décevantes. Donc, qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois, ça sera pris en compte et qu'il y aura de l'écoute du côté de l'exécutif? C'est une bonne question, mais non, je pense que la position dans laquelle on s'est mis, c'est justement à la fois, ça a été dit, réalisme et pragmatisme. On n'est pas passé à dire qu'il fallait à la fois doubler, tripler. On n'est pas parti sur des montants qui soient complètement déconnectés. Et à chaque fois, qui soient vraiment liés. Et notamment, enfin, à la fois lié à des demandes et à des analyses qu'on a pu avoir à travers les différentes auditions, et notamment d'anciens ministres et d'anciennes ministres qui nous ont, quand on leur a posé directement la question, qui nous ont dit que voilà, sur certains secteurs, oui, il manquait de l'argent et qu'il fallait, et qu'il y avait cette nécessité-là. Et donc à chaque fois on a plutôt chiffré quand on dit qu'il faut rajouter 1,6 milliard sur ma prime rénov', tout simplement en fait c'est si on fait le calcul, si on veut vraiment favoriser la rénovation globale, si on veut l'accès sur plutôt les foyers modestes ou très modestes, oui on voit qu'on propose, il faut qu'on augmente justement cette prime pour ces foyers modestes et donc ça génère effectivement de l'argent supplémentaire, mais c'est aussi la condition pour qu'on puisse tenir ces objectifs. Et c'est bien le but, c'est de passer de 20 à 50 000 logements en rénovation globale à l'objectif de 350 et ensuite 700 000. Donc on est plutôt sur une trajectoire financière qui paraît plutôt cohérente. Alors je sais que les annonces, effectivement, pour le coup, oui, il n'y a pas eu d'argent supplémentaire. Donc on dit qu'il en faudra quand même de toute façon. Sur la question du logement social et le fait qu'on propose 1,5 milliard, ça ne vient pas de nulle part. C'est des demandes qui sont récurrentes et qui correspondent réellement à quelque chose. Et encore une fois, qui permettront d'avoir un impact très fort et très direct. Donc voilà, après c'est sûr qu'il y a un choix politique à faire, mais c'est pour ça aussi qu'on le propose et qu'on l'intègre dans une trajectoire globale. Et ce qu'on dit, c'est de faire attention, et c'est ce qu'on a pu voir à travers nos différentes auditions, c'est attention à avoir un montant très important une année, et puis l'année d'après, on va avoir beaucoup moins, et puis du coup, on va devoir changer notre type de politique ou nos orientations. On doit intégrer en fait l'ensemble de ces augmentations sur une trajectoire financière, sur une loi de programmation, pour avoir cette visibilité-là et cette constance dont tout le monde appelle de ses voeux. Juste rajouter par rapport à ce que disait monsieur le rapporteur, bien évidemment, ça a un coût si on veut véritablement atteindre des objectifs et surtout passer à des rénovations globales performantes, mais il y a aussi en contrepartie des économies, si j'ose dire, quand on veut renforcer le contrôle des fraudes à travers plus de sanctions, alors des sanctions pénales, mais aussi des amendes qui soient proportionnelles au chiffre d'affaires des entreprises. C'est aussi ça génère aussi des recettes, si j'ose dire, pour l'État. Et puis il faut voir aussi que tous ces travaux et cette politique de rénovation énergétique dans les territoires, elle crée de l'emploi. Elle permet aussi à un grand nombre d'entreprises de pouvoir avoir plus de marchés, plus d'interventions et donc forcément plus de richesses qui remontent dans l'économie de notre pays. Après, je laisserai peut-être le rapporteur parce qu'il n'a pas répondu à votre deuxième partie.
en a-t-on parlé avec l'exécutif? Non, pas encore directement, si ce n'est effectivement dans les auditions. Maintenant que le rapport est véritablement public, on espère que l'exécutif va pouvoir non seulement en prendre connaissance dans sa totalité, mais aussi potentiellement s'en inspirer. À charge à lui de le faire peut-être à travers un certain nombre de véhicules législatifs à venir. On a cité directement la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie parce qu'on pense que c'est un véhicule législatif dans lequel une partie des propositions que nous faisons peuvent être intégrées. Il y a le projet de loi de finances 2024 qui va arriver à l'automne. Là aussi, très certainement, il y aura peut-être des propositions que nous pourrons porter par voie d'amendement. Puis après, on ne s'interdit pas de faire un véhicule législatif qui soit propre à cette commission d'enquête ou à travers une proposition de loi. Oui. Paul Messade pour Euractiv France. Alors j'ai quelques questions. Une sur le rapport avec l'Union européenne, une autre sur le chauffage et une dernière sur la digitalisation. La première sur l'Union européenne. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une directive en cours de révision. Qu'est-ce que vous attendez de cette directive, des objectifs, des caps financiers, voilà, savoir un petit peu votre sentiment là-dessus et si ça a fait part de votre travail. Une deuxième question sur le débat pompe à chaleur, chaudière à gaz, qui a déjà été assez houleux en Allemagne. Les écologistes ont proposé d'aller plus loin. Les libéraux et les conservateurs hors de la coalition ont mené une forme de fronde. Est-ce que vous craignez que ce soit quelque chose qui puisse déteindre sur le débat français? Je vous pose la question à tous les deux. Dans le même chapeau sur le chauffage, j'ai eu récemment un article sur le chauffage à bois qui pose apparemment problème. Est-ce que vous avez des réactions à ce sujet-là? Et une dernière question sur la digitalisation. Schneider Electric, par exemple, propose pour l'effacement, la demande, tout ça, de digitaliser à fond le domestique, c'est-à-dire les objets connectés, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte avec des propositions dans votre rapport? Merci beaucoup. Oui, je vais commencer par la fin du coup, puisque sur la digitalisation, on a effectivement auditionné notamment un représentant de Schneider Electric et sur toute cette question de à la fois digitalisation, à la fois d'effacement, enfin en tout cas tous les dispositifs qui permettent de faire des économies, de dispositifs qui vont éteindre le chauffage quand on n'est pas là, etc. Ça, c'est des éléments qui sont importants. On a des propositions aussi justement dans le rapport à ce sujet-là, qui sont absolument pas à négliger, au contraire, qui sont souvent très efficaces en fait, à la fois souvent peu coûteuses et qui ont une efficacité directe très importante. Après, ce qu'on dit, c'est encore une fois, c'est de faire attention, de ne pas dire voilà, c'est la solution miracle et on va mettre ça et tout sera réglé, parce que on a beau avoir des systèmes d'évitement, de régulation du chauffage, si on est dans une passoire thermique, si on est dans un logement dans lequel on a des courants d'air, dans lequel on a des difficultés à chauffer, on voit bien que ça ne réglera pas la question. On aura peut-être une petite réduction de notre consommation. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir dans sa globalité, et ça fait partie des solutions qui peuvent être apportées et qui sont plutôt intéressantes, et notamment dans le collectif. Je pense que dans les copropriétés, d'avoir cette réflexion globale sur une copropriété dans le collectif, ça c'est intéressant. On a encore un certain nombre de copropriétés où il n'y a absolument pas de régulation du chauffage. On a encore des copropriétés où on sait où l'hiver les gens ouvrent les fenêtres parce qu'il fait trop chaud, mais parce qu'ils ne peuvent pas réguler leur chauffage individuellement. Donc oui, il y a effectivement vraiment à progresser sur cet aspect-là. Sur la question européenne, donc on est allé à Bruxelles et on a fait un certain nombre d'auditions sur... Alors, effectivement, au niveau européen, c'est en discussion, les orientations sont en discussion. Ce qu'on a plutôt vu, c'est que ça allait plutôt dans le sens de ce que déjà on avait pu un petit peu imaginer, avec quand même des objectifs qui sont en hausse, avec des objectifs encore plus ambitieux. Donc c'est pour ça qu'on dit que d'autant plus on va avoir besoin vraiment de s'adapter. C'est ce que je disais aussi dans le cadre du DPE. On voit vraiment que le DPE devient un élément central. Alors, on n'aura pas forcément le même DPE, enfin c'est difficile d'harmoniser les DPE à l'échelle européenne, parce que c'est une des questions qu'on a pu poser pour plein de raisons et parce que chaque pays, voilà. Mais par contre, on va avoir des seuils à atteindre qui pourront être harmonisés sur l'ensemble au niveau européen.
Donc des seuils, ça veut dire qu'on n'aura pas forcément, ça correspondra pas forcément à la même lettre dans certains pays, mais en tout cas on pourra avoir des seuils. En tout cas c'est vers ça qu'on s'oriente plutôt. Et donc c'est pour ça aussi que dans les propositions qu'on a pu faire, on s'est évidemment orienté dans les discussions qu'on peut avoir et dans ce qu'on pouvait présager pour aller justement dans cette direction. Dans les autres questions. Oui, je veux dire, sur l'ensemble des types de chauffage, encore une fois, et c'est pour ça aussi qu'on appuie beaucoup sur l'aspect local, et de s'appuyer aussi sur la question des collectivités locales, d'avoir de l'ingénierie locale, parce que c'est vrai que le type de chauffage, en fonction de là où on peut être, va dépendre. Si on a un réseau de chaleur, évidemment, c'est mieux, et c'est toujours mieux de se mettre et de se raccorder à un réseau de chaleur. Et je dirais, quel que soit le type de production de chaleur, même si c'est une production qui n'est pas bonne, on sait qu'on pourra de toute façon la modifier, la remplacer, mais en tout cas, voilà, on sera sur de collectif. Et on voit encore aujourd'hui, lié justement à ce système d'aide, même dans des copropriétés, où on va remplacer et mettre des pompes à chaleur individuelles, alors qu'on avait un réseau de chaleur qui passe pas loin. Donc je pense qu'il faut avoir ce raisonnement-là. Sur la question du chauffage au bois, il y a eu un certain nombre d'études, et encore une fois avec des choses localement qui ont été faites de manière assez précise. Moi je vois sur mon territoire en Isère, c'est vrai que l'impact notamment du chauffage bois, quand c'est du chauffage foyer ouvert ou peu adapté, il y a un impact effectivement sur la pollution de l'air qui est très important. Donc ça c'est des choses, et là, ça rentre aussi dans le cadre de la ZFE aussi, des aides et des primes sur le changement du type de chauffage. On peut rester sur le bois, mais avec des systèmes de chauffage qui soient justement beaucoup plus, à la fois plus performants et moins émissifs, en tout cas à la fois sur les particules et sur la pollution de l'air. Mais on a aussi des réseaux de chaleur avec du bois qui sont plutôt aussi intéressants. Donc en fait, c'est vraiment d'avoir un raisonnement sur un mix énergétique et de ne pas aller, je dirais de manière un peu simpliste, sur un type de chauffage, mais de vraiment s'adapter. C'est pour ça aussi qu'on a remis au cœur la question de la géothermie, parce que c'est vrai que c'est aussi des éléments qui peuvent être particulièrement intéressants. On a d'ailleurs appris que le bâtiment dans lequel on est entièrement chauffé avec de la géothermie depuis, je crois, 2 ou 3 ans. Donc voilà, c'est aussi des aspects sur lesquels il faut essayer de réfléchir. Et moi, je crois vraiment justement à cette expertise locale sur ces questions-là. Le rapporteur l'a dit, on a voulu montrer aussi que cette politique de rénovation énergétique des logements, elle avait bien 2 piliers. C'était bien la décarbonation à travers le changement des systèmes de chauffage, mais ce n'était pas que ça, bien évidemment. Il y avait tout ce qui touchait à la fois à la sobriété énergétique et à la rénovation profonde et réelle des logements. Et quand vous parliez des nouvelles technologies, en particulier tout ce qui touche à des bâtiments connectés, ça rentre pleinement dans une politique de sobriété énergétique. Mais là aussi, ça rejoint le dernier point qu'a évoqué devant vous le rapporteur. Ça fait partie aujourd'hui de cette nécessité de former un certain nombre de professionnels. Et dans ces professionnels qu'il nous faut former, c'est toute la chaîne qui doit être concernée, aussi bien de l'ouvrier jusqu'à l'architecte, mais aussi jusqu'à des professionnels qui s'approprient ces nouvelles technologies pour pouvoir ensuite effectivement faire en sorte que ces bâtiments puissent devenir connectés et puissent apporter des réponses en matière de sobriété énergétique. Et s'agissant des chaudières à gaz, je pense que bon, là, il y a une consultation qui a été lancée par le gouvernement. On va voir ce que ça donne. Mais on nous a dit aussi dans les auditions, donc on est effectivement dire une interdiction des chaudières à gaz rapide, immédiate, tout de suite d'ici 2026, c'est véritablement signe que ça peut amener encore, comme on a connu au moment des Gilets jaunes, un certain nombre de nos concitoyens à dire mais on n'y arrivera pas. Et puis de toute façon, on nous a soit encouragé à mettre des chaudières à gaz, maintenant il faut plus en mettre. Et on nous a dit aussi que dans certains endroits, il n'était pas possible de changer les chaudières à gaz. Certes, on peut peut-être trouver des chaudières à gaz qui soient plus performantes, mais il y a des endroits où techniquement, ce n'est pas possible que de dire on interdit purement et simplement la chaudière à gaz. Question en ligne de Nawel Joubert pour Infodiag. Oui. Oui, vous pouvez... Du coup, j'ai pas entendu le nom, mais... Nawel Joubert pour Infodiag. Infodiag, ouais, si vous pouvez poser votre question, on vous écoute.
Oui, bonjour. Vous avez parlé beaucoup du DPE qui avait une place centrale dans cette fameuse rénovation énergétique. Vous voulez le rendre plus robuste, plus de sécurité autour de ça. Vous avez parlé beaucoup de la filière du bâtiment et très peu de la filière de la profession du diagnostic immobilier. Est-ce qu'il est question d'une carte professionnelle? Est-ce qu'il va être question de restructurer ce métier, de revoir justement cette formation? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup d'abus autour de tout ça. Donc, je voulais savoir si la commission avait travaillé sur cette question et quels étaient les résultats. Oui, complètement. Ce sujet nous a pas échappé sur ce que je disais, sur la question du DPE. Comme il est central, ben oui, il faut qu'il soit le plus incontestable possible. Et donc, il faut effectivement que la question des diagnostiqueurs, ça soit, oui, à la fois un vrai métier, d'aller vers une vraie professionnalisation de ces diagnostiqueurs. Et effectivement, on propose de créer une carte professionnelle et également d'avoir aussi des contrôles beaucoup plus réguliers sur l'ensemble de ces diagnostics qui peuvent être faits, parce que oui, ils sont importants, et c'est vrai que on a rendu le DPE opposable, donc il faut que voilà, quand on propose de ne plus pouvoir louer un logement parce qu'il est classé en G par exemple, il faut que ça corresponde à quelque chose, et puis surtout que ça corresponde aussi à quelque chose quand on fait les travaux et qu'on fasse évoluer justement ce bâtiment. Donc il y a cette nécessité justement de professionnaliser, et puis évidemment d'avoir tout un aspect de contrôle sur ces diagnostiqueurs. C'est vrai qu'on a vu que pour l'instant, ce n'était pas encore totalement le cas, en tout cas qu'il y avait vraiment nécessité à la fois en termes de formation, et puis c'est vrai que on va avoir besoin de plus en plus de diagnostiqueurs, donc il faut vraiment qu'on ait un système de formation et de contrôle important pour qu'on puisse, qu'on puisse avoir totalement confiance justement dans cet outil. AEF, Christine Lejoux. Très bien, merci. Alors, il y avait Christine Lejoux. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, excusez-moi, je pense que ma question va être un petit peu redondante avec la précédente, mais je ne l'ai pas complètement entendue. Tout à l'heure, vous avez dit justement que le DPE, il fallait le rendre beaucoup plus fiable, beaucoup plus robuste. Or, le ministre du Logement assure depuis plusieurs mois que depuis le nouveau DPE de l'automne 2021, il est fiable, que là où il y a un problème, c'est dans, l'homogénéité de sa réalisation par les diagnostiqueurs. Du coup, est-ce que vous partagez cet avis, ou est-ce que vous, c'est plutôt, il faut encore soulever le capot du DPE pour aller regarder dans le moteur, s'il vous plaît? En tout cas, c'est sûr qu'entre la phase 1 du DPE et puis la nouvelle phase, il y a eu des progrès. On a un outil qui devient en tout cas intéressant. On a encore, on a tous eu des retours avec des diagnostics qui ont pu être faits sur un même bâtiment avec des résultats qui peuvent être souvent différents. Alors là derrière, il y a aussi souvent plusieurs problématiques, puisque c'est vrai que un diagnostiqueur, il va faire son diagnostic en fonction des éléments qui lui sont fournis et des éléments qu'il peut avoir. Donc c'est vrai que et c'est ce qui peut se passer aussi souvent, c'est que des gens qui font leur diagnostic pour louer leur logement, souvent s'en préoccupent pas trop. Le diagnostiqueur vient, il a très peu d'éléments sur la qualité des menuiseries, la facture, etc., sur le type d'isolation qui a été mis dans les combles, enfin j'en passe. Et puis on arrive à un résultat qui peut ne pas être très satisfaisant. Et là, en général, la personne se dit ah oui, tiens, faut peut-être quand même que je regarde. Et en donnant en fait l'ensemble de ces éléments, on arrive effectivement à un résultat qui peut être différent. Donc il y a cet aspect-là. Et donc ça passe par un aspect en termes de communication, d'explication en fait de ceux qui vont faire un DPE, pour se dire il y a une phase effectivement de récolter l'ensemble des éléments et du maximum d'éléments qu'on peut avoir. Il y a des possibilités aussi, puisque moi j'ai fait le test, puisque j'ai fait faire un DPE chez moi pour voir en fait et pour suivre directement et voir comment ça se passait. C'est sûr que ça demande aussi une vraie professionnalisation, puisqu'on peut demander à ce que des tests puissent être faits avec des petites caméras pour voir exactement ce qui peut se trouver dans les murs, dans les combles, etc. Donc on peut
pousser en tout cas le diagnostiqueur à aller assez loin dans ce qui peut être fait. Maintenant, il faut que ça soit beaucoup plus harmonisé. Et puis, on a détecté un certain nombre, nous, d'éléments, en tout cas, soit qu'il fallait intégrer. J'ai parlé du confort thermique d'été. C'est des éléments qu'il faut qu'on puisse intégrer dans le DPE. On a parlé du bâti existant et de la prise en compte de ce bâti existant et également des matériaux biosourcés, puisque ces matériaux biosourcés et l'effet, en fait, de ces matériaux biosourcés, notamment sur le confort d'été, ne sont pas pris en compte suffisamment dans le DPE. Donc là, on a aussi des propositions pour prendre en compte d'une meilleure manière ces matériaux-là dans le DPE. Donc on fait ces propositions pour avancer. On a aussi des effets de seuil parfois qui sont trop importants et donc qu'on a pu signaler, par exemple sur l'altitude. Si vous avez un bâtiment qui est à 801 mètres, vous pouvez passer de catégorie entre 801 et s'il est à 799 mètres, ce qui n'est pas anodin, quoi. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un logement qui ne soit plus louable ou louable à 3 mètres d'altitude de différence. Donc on voit qu'on a besoin aussi de lisser, en fait, en tout cas de gommer ces effets de seuil. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui sont encore à faire progresser, mais ça passait loin d'être insurmontable. Et puis en ayant aussi auditionné les diagnostiqueurs, on voit que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de les intégrer. Et moi, je suis persuadé qu'on peut arriver en tout cas à un dispositif sur lequel on puisse se baser en tout cas, et qui a en plus un rôle assez pédagogique, quoi. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'on a un bâtiment qui est classé de telle manière, qu'on peut le faire évoluer et qu'on nous dit en plus et qu'on nous explique comment le faire évoluer, je trouve que c'est plus important. Et c'est pour ça aussi que ce DPE, nous, on l'associe au carnet de santé du bâtiment ou au passeport du bâtiment, donc qui est mis en place qui était dans le cadre de la loi climat et résilience, mais du coup de se dire que chaque bâtiment devra avoir en fait un passeport avec justement le DPE et ce passeport qui suivra en fonction des propriétaires et qui permettra de poursuivre ce parcours de rénovation. Merci beaucoup. Sur la filière des diagnostiqueurs, on a auditionné bien sûr l'ensemble des fédérations nationales de diagnostiqueurs. Donc ils ont bien conscience aujourd'hui que leur profession est une profession qui a besoin d'une formation renforcée, qu'elle soit continue ou initiale, et qu'elle a besoin d'une professionnalisation qui va au-delà aujourd'hui de la simple certification ou de l'agrément qui est donné. C'est la raison pour laquelle nous faisons la proposition que puisse être attribuée aux diagnostiqueurs une carte professionnelle, bien évidemment sous réserve de contrôles qui soient réalisés. Et donc ces mêmes fédérations nationales de diagnostiqueurs nous ont dit aussi que c'était un métier aujourd'hui qui était un métier de reconversion pour l'heure. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement 80% des diagnostiqueurs qui décident de devenir diagnostiqueurs en cours de leur carrière. Et donc ça montre aussi le besoin qu'il y a de cette formation quand une personne décide de se reconvertir pour embrasser ce métier qui va forcément être de plus en plus important. Donc je crois que là, tout le monde en a bien conscience. Bien sûr, je sais que le ministre du Logement les a réunis, a annoncé que des propositions seraient faites dans le courant de l'été, au mois d'août, mais nous en formulons déjà un certain nombre, et je sais qu'aussi les fédérations nationales de diagnostiqueurs ont bien conscience aujourd'hui qu'il faut qu'ils améliorent, parce qu'il y a des écarts de DPE entre diagnostiqueurs pour un même logement qui peuvent être extrêmement énormes d'un DPE à un autre, et qui a des conséquences non des moindres sur ensuite le parcours de rénovation énergétique des logements. Merci. Alors oui, nous avons constaté aussi que le DPE prenait mal en compte les spécificités du bâti ancien, le bâti patrimonial d'avant 1948. Et en fait, nous avons demandé, une des préconisations que nous avons faites est de revenir, enfin de créer un DPE qui prendrait mieux en compte ces spécificités, donc un DPE patrimonial, et en attendant en fait qu'il puisse être mis en œuvre, si possible, avant les premières interdictions de location en 2025, de revenir sur un calcul du DPE sur facture, qui prendrait mieux en compte en fait les usages particuliers et les matériaux spécifiques à ce type de bâti. En fait, nous avons constaté que pour le premier trimestre 2023, 60% du bâti d'avant 1948 a été classé F ou G.
Donc ça peut s'avérer vraiment problématique et même accentuer la crise du logement, puisqu'à terme, on sait que ces logements ne pourront plus être loués. Et un logement de ce type qui n'est plus loué va se dégrader très vite et est condamné à plus ou moins long terme. Une question de Claire Hannet. Oui, Claire Hannet, c'est à vous. Bon, elle a posé sa question dans le chat, je peux la poser à sa place peut-être. Sur le DPE collectif pour les copropriétés, vous proposez que si ce DPE collectif est bon, il supplante le DPE individuel. Donc cela rendrait louables les pires passoires thermiques d'ores et déjà interdites à la location. Point d'interrogation. Deuxième question, proposez-vous aussi une évolution des DPE pour les petites surfaces, pour l'instant plus à risque d'être mal classées? Alors, juste la fin, c'était... Proposez-vous aussi une évolution des DPE pour les petites surfaces, pour l'instant plus à risque d'être mal classées? Claire Hannet, Le Monde. Ouais. Sur le DPE collectif, donc on propose effectivement de passer d'un DPE collectif, enfin de rendre opposable le DPE collectif plutôt que le DPE individuel. Ça ne veut pas dire qu'en passant en DPE collectif, on va au contraire permettre que des passoires thermiques puissent être, ne soient pas rénovées et puissent être mis à la location. C'est que si on a un bâtiment collectif qui n'est pas isolé, sur lequel il n'y a eu aucun travaux de réalisé, il aura de toute façon une note qui risque d'être très négative, en tout cas plutôt proche de F ou G, et donc au contraire d'avoir plutôt l'ensemble des logements qui sont dans cette copropriété, d'avoir cette nécessité de se mettre en conformité, en tout cas de travailler sur cette rénovation thermique, et justement plutôt de dire globalement, collectivement, il y a cette nécessité de pouvoir y aller. Après, par contre, c'est vrai que ça permet quand même d'éviter des effets où on sait qu'on peut avoir des logements qui sont très défavorisés sur certaines copropriétés. Ça peut être des logements, par exemple, du dernier étage sur lequel il y a des difficultés de faire de l'isolation en toiture. Et donc, du coup, il y a des difficultés puisque ça va concerner quelques logements, par exemple, du dernier niveau. Et les autres logements qui sont... en dessous ne vont pas, vont être classés plutôt favorablement, on voit bien que la prise de décision va être très compliquée. Et donc là, ça permet d'avoir cet aspect collectif, ce qui ne veut pas dire qu'on enlève le DPE pour les logements individuels, mais il sera plus opposable. Mais ça permettra quand même aussi de dire que s'il reste un logement qui est classé G dans l'ensemble d'une copropriété qui, elle, serait classée, je ne sais pas, D, on a quand même l'indication, et notamment sur la location, on sait que ça va dévaloriser effectivement ce logement, puisque on sait que le coût énergétique et le coût des dépenses énergétiques sera beaucoup plus élevé. Mais le but, si on regarde, globalement, en faisant un DPE collectif, en général, c'est pas forcément favorable, en fait. Donc c'est plutôt, et je trouve que c'est plutôt logique, en fait, et de favoriser justement l'isolation de l'enveloppe du bâtiment et pour pas plutôt avoir des rénovations qui soient individuelles et souvent qui vont même à l'encontre de ce qu'il faudrait faire en fait collectivement, quoi. Une question dans la salle. Et puis dernière question. Non, mais peut-être sur les petites surfaces. Ça fait partie effectivement de ce que l'on préconise, c'est-à-dire qu'il faut revoir le mode de calcul du DPE. Ça concerne principalement le biais aujourd'hui, effectivement, des petites surfaces. Ça concerne le bâti ancien dont Sabine Drexler vous a parlé, parce que le bâti ancien aujourd'hui est complètement un impensé de la politique de rénovation énergétique des logements. Et ça concerne aussi sur ce mode de calcul du DPE ce dont vous a parlé le rapporteur, c'est-à-dire le confort d'été dont nous préconisons qu'il soit vraiment intégré à la note. Enfin, sur les copropriétés, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que MaPrimeRénov' copropriété ne marche pas bien, ou en tout cas n'est pas à la hauteur du défi qu'il y a à relever en matière de copropriété qu'il faudra rénover. Et aujourd'hui, bien évidemment, il y a un tas de règles qui sont de nature à être plutôt des freins par rapport à s'embarquer dans une rénovation énergétique d'une copropriété, parce qu'on sait que tous les copropriétaires ne sont pas, si j'ose dire, logés à la même enseigne, qu'ils ne sont pas tous solidaires, et qu'à travers un DPE collectif, eh bien, on rend aussi solidaire, et qu'à partir de ce moment-là aussi, on peut dans un deuxième temps
assouplir certaines règles qui régissent le droit de copropriété, passer par exemple après à des décisions qui peuvent être prises à la majorité simple, parce que l'un des défis quand même, la maison individuelle c'est une chose, il y en a beaucoup à rénover, mais dans un certain nombre de nos grandes villes, le défi sur la rénovation énergétique des logements, c'est celui des copropriétés qui va véritablement se poser. Il y a un autre intérêt aussi sur le DPE collectif, c'est que ça permet d'avoir une vraie visibilité aussi sur l'ensemble des copropriétés, puisque du coup on va avancer sur l'ensemble de ces DPE collectifs. Ça permettra de voir réellement où en est chaque copropriété, et d'avoir aussi une démarche d'aller vers, c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs à Nice, sur le comité urbain de Nice, qui peut être aussi intéressant, puisque des collectivités en lien avec les agences locales de l'énergie, de pouvoir vraiment se dire, voilà, on a un certain nombre de copropriétés sur lesquelles on a, soit des passoires thermiques, en tout cas, qui ont des résultats qui sont très mauvais, et donc de pouvoir aller vers, expliquer les démarches pour aller vers cette rénovation, mettre en place tout l'accompagnement qui peut se faire. Et donc c'est aussi une manière d'avoir cette visibilité, cette connaissance en fait du parc bâti. Dernière question en salle et ensuite deux questions en ligne. Bonjour, Gaëtan Piré pour la GFI Actif. 3 petites questions. En fait, la première, les 2 premières sont par rapport à l'exécutif. Est-ce que Olivier Klein a été auditionné dans le cadre de votre commission et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ensuite, comment votre travail s'inscrit dans le CNR Logement en fait, qui a été présenté il y a quelques semaines? Est-ce que vous avez participé? Est-ce que vous avez été consulté ou pas? Et sur la suite au rapport, alors c'est un peu redondant avec ce que vous disiez, Madame la sénatrice, tout à l'heure. J'ai bien compris, vous pourriez intégrer certaines des propositions à différents véhicules législatifs, mais est-ce qu'il est prévu une présentation de ce rapport à l'exécutif de manière automatique, au-delà de l'attention que pourrait donner l'exécutif à l'inverse à votre rapport? Alors, sur Olivier Klein, évidemment, il a été auditionné. Je crois que même c'est le dernier qui a été auditionné, puisqu'on a fini par les ministres qui sont en poste. Donc, son audition est visible dans le rapport. Sur son audition, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je trouve qu'il y avait peut-être une difficulté à vraiment voir... une autosatisfaction, on va dire, des choses qui sont mises en place pour changer et de se dire voilà, on est sur un parcours, ce qu'on met en place effectivement peut commencer à prendre de la cohérence, va fonctionner, et en gros il ne faut rien changer, il faut qu'on continue comme ça, et un petit peu tout ira bien. Nous on dit on a des éléments qui sont intéressants. Maintenant, il faut redonner à la fois de la cohérence. Il faut aussi aller plus vite. Et c'est pour ça qu'on propose aussi des montants, et notamment sur la question du logement social, et qui concerne d'ailleurs directement Olivier Klein, pour lui dire, là, on a vraiment les moyens de pouvoir aller très vite, de pouvoir donner les moyens de réaliser justement l'ensemble de ces travaux et d'avoir un impact très fort. Donc, allons-y, quoi. Et comme ça a été dit, en plus, le fait de cet argent qu'on met, c'est pas de l'argent à fond perdu, c'est de l'argent qui retourne sur les territoires, qui met en place des filières. Donc là, c'est vrai que j'avoue qu'on n'a pas eu de réponse très claire sur à la fois ces propositions, en tout cas, pour pouvoir booster, notamment sur le logement social. Après, alors le CNR, c'est vrai qu'on n'a pas forcément... on a vu un petit peu les propositions, ou plutôt l'absence de propositions liées au CNR. Moi, je pense que l'objectif, en tout cas, du rapport, c'est justement... Nous, on s'est ciblé vraiment sur cette question de la rénovation thermique et de la rénovation thermique des logements. On a fait ces propositions-là. Évidemment qu'après, voilà, là, on est sur le rendu du rapport, on a voté le rapport, maintenant il existe, il est là. On a cet outil. Maintenant, il va falloir le faire vivre. Donc, il va y avoir effectivement le lien avec les différents ministères. Et voilà, moi, effectivement, d'avoir à la fois une présentation et en tout cas d'une portée à connaissance à l'ensemble des ministères des propositions qu'on peut faire, et puis des rencontres pour voir effectivement quelles sont les propositions qui pourraient être retenues. Et puis après, on a tout le cadre législatif. Ça a été dit, on va avoir la loi de finances, on va avoir la loi de programmation de l'énergie, sur lequel on va pouvoir venir insérer justement un certain nombre de propositions
forcément aussi en discussion avec le gouvernement. Mais je pense que voilà, donc tout ce qu'on a pu balayer, je pense que c'est un outil plutôt. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'ont pris l'ensemble des ministres et Olivier Klein en disant ça va leur servir et c'est un outil qui peut être plutôt intéressant pour faire évoluer les politiques publiques. Hein. Donc c'est vraiment le but de ce rapport. C'est sûr que si le rapport, dès ce soir, on le range dans un placard et puis qu'il ne sert plus à rien, voilà, il n'aura pas eu... voilà, on aura appris beaucoup de choses, mais en tout cas, donc là, ce qu'on souhaite, c'est qu'au contraire, il poursuive sa vie. Ensuite, on a aussi la possibilité, via des propositions de loi, etc., de reprendre aussi des éléments. Donc ça, pour l'instant, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire. Mais je pense qu'on a des biais législatifs, en tout cas, pour vraiment faire nos propositions et puis faire en sorte de les pousser. Dans le chat. Fanny Guibert, pour 60 millions de consommateurs, avez-vous des propositions sur l'audit énergétique? Pourquoi ne pas imposer un audit et supprimer le DPE? Alors, pourquoi ne pas... en fait, en tout cas, on a des propositions en termes peut-être de simplification, c'est-à-dire que entre DPE, audit énergétique, quand c'est la vente d'une maison, c'est vrai qu'il y a une lisibilité qui est un peu complexe. L'intérêt de l'audit, c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus précis, qui va beaucoup plus loin, qui permet d'aller jusqu'à un chiffrage de travaux qu'il faudrait réaliser, de véritables déperditions énergétiques. Donc oui, c'est un outil qui serait, je dirais, le plus performant possible. Son inconvénient quand même, c'est qu'il a un coût qui est plus important. Et donc on peut difficilement généraliser. L'autre aspect, c'est que je l'ai dit, le DPE, je dirais maintenant qu'on le veuille ou pas, c'est devenu un élément central et au niveau européen. Donc ça serait un peu difficile de toute façon de sortir de cet outil. Donc on a préféré plutôt dire rendons ce DPE-là beaucoup plus performant, faisons-en un outil plutôt efficace, qui permet quand même, moi je trouve qu'il a quand même des éléments qui sont vraiment intéressants pour placer une trajectoire de rénovation énergétique dans une vraie logique de performance. Et puis après, effectivement, mais de toute façon, l'audit, il le sera pour l'ensemble des copropriétés, dès qu'on est dans le collectif. Donc voilà, mais je pense que pour l'individuel, je pense déjà le fait, puisque ce qu'on regarde sur MaPrimeRénov', 700 000 gestes, si on regarde sur les 700 000 gestes, si c'est 72%, je crois, de changement de chaudière, pour ces 72%, la plupart du temps, il n'y a eu aucune étude. C'est-à-dire qu'on est allé directement soit chez l'entreprise directement, soit via des sites internet. On a changé la chaudière, il n'y a eu aucune étude globale. Nous, on propose au moins maintenant qu'il y ait à minima justement ce DPE qui permet d'avoir cette visibilité-là. L'audit serait meilleur, mais c'est vrai que c'est pour le coup un peu plus compliqué et un peu plus coûteux. Toujours de Fanny Guibert pour 60 millions de consommateurs. Que proposez-vous précisément pour les chaudières à gaz? Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure sur les chaudières à gaz. Nous, on propose tout simplement, c'est de ne pas aller trop vite en fait dans la réduction en tout cas de ces chaudières et surtout de ne pas les interdire en tout cas immédiatement. Parce que, on a encore besoin de ce type de chauffage et que le gaz reste quand même une énergie de transition, qu'on a des dispositifs, que ce soit sur l'utilisation de la biomasse et donc du gaz vert. Donc voilà, il faut qu'on puisse encore avoir des outils puisqu'on a des unités de méthanisation dans certains territoires, même si c'est une toute petite partie, ça serait dommage que du coup on puisse pas se chauffer avec ce gaz qui est produit. Donc on dit qu'il faut avoir encore une fois cette vision plutôt locale, intégrée dans un mix énergétique. Après c'est sûr que il faut qu'on décarbone, donc il faut qu'on privilégie plutôt d'autres types d'énergie et surtout qu'on privilégie la rénovation globale et donc la sobriété pour limiter justement les déperditions. C'est évidemment cette priorité-là. Mais on se dit que la chaudière gaz peut avoir des intérêts, ça peut avoir des intérêts aussi en complément avec les pompes à chaleur. Dans les territoires plutôt de montagne ou d'altitude, on sait que les pompes à chaleur ont des rendements qui sont très faibles et donc couplés avec des chaudières gaz, c'est des choses qui peuvent fonctionner.
Donc voilà, nous on dit tout simplement qu'il faut plutôt être prudent sur ces interdictions. Ça ne veut pas dire qu'il faut les favoriser et donc qu'il faut les subventionner, mais en tout cas de laisser la possibilité, dans certains cas, quand ça a du sens, oui, il faut pouvoir le permettre. Question de Rachida Bougrier pour Actu Environnement. Les 300 millions d'euros alloués à partir de 2024 grâce au CE pour financer les prestations des accompagnateurs Rénov' sont-ils suffisants et quid de la contribution des collectivités? Alors, en fait, c'est toute une série de questions sur lesquelles on n'a pas eu spécifiquement de réponse encore, puisque sur mon accompagnateur Rénov', à la fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la précision de ce qu'est l'accompagnateur Rénov' et quelle va être réellement sa mission globale. C'est vrai que la ministre nous a répondu plutôt que ça allait être une mission assez complète et d'un accompagnement assez forte, quasi jusque, pas de la maîtrise d'œuvre, mais en tout cas qui s'en rapproche, et donc avec une prestation qui peut coûter jusqu'à 1 500, 2 000 euros, en tout cas c'était ce qui a pu être annoncé. Donc, on attend d'avoir un petit peu des précisions là-dessus, mais pour l'instant c'est ce que la ministre a annoncé. Donc c'est vrai que ça va poser la question de la prise en charge de cet accompagnateur. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument que cet accompagnateur, de toute façon, sa prise en charge soit totale pour, en tout cas, les modestes, les foyers les plus modestes. Ça, c'est une évidence. Après, si on fait le calcul sur les 300, justement, les 300 millions qui sont affectés, ça va dépendre effectivement de la prestation, parce que c'est pas la même chose si c'est une prestation à 200 ou 300 euros ou si c'est une prestation à 1000 ou 1500 euros. Donc il faudra voir effectivement la cohérence entre les budgets qui sont affectés et la prise en charge justement de cet accompagnateur Rénov'. Encore une fois, nous on pense que l'accompagnateur Rénov', il est important, il est intéressant dans l'ensemble du parcours, mais à condition aussi qu'on ait justement cet élément de confiance, encore une fois, qu'on va avoir on va dire un nouveau métier. Donc il y a encore une question aussi de formation, de contrôle de ce métier-là, qui est aussi important, parce que si on n'arrive pas à avoir cet élément de confiance, je dirais qu'on aura perdu en tout cas sur ce rôle primordial que peut avoir l'accompagnateur Rénov'. Sur mon accompagnateur Rénov', donc il va se mettre en place à partir du 1er septembre. C'est vrai qu'on n'est pas contre. La mission, pour l'instant, le rapporteur l'a dit, elle demeure floue. Est-ce que c'est de l'assistance administrative? Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'est véritablement de la maîtrise d'œuvre qui prendrait l'intégralité de la chaîne? Et ce que j'avais déjà soulevé dans la loi climat et résilience, j'avais déjà alerté sur la nécessité de la neutralité et de l'indépendance de mon accompagnateur Rénov'. Et surtout, de ne pas opposer mon accompagnateur Rénov' avec aujourd'hui les agences qui sont sur place dans les territoires, agences d'information et d'accompagnement qui, pour nous, doivent continuer à être le lieu ressource, la porte d'entrée, parce que d'abord, bon nombre de nos concitoyens les ont complètement identifiés sur les territoires, parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui marchent très très bien d'un territoire à un autre, et donc ça serait dommageable que ça puisse plus, et il faudra qu'il y ait cette cohérence et cette coordination entre mon accompagnateur Rénov' et les structures existantes déjà sur le territoire qui doivent continuer à jouer ce rôle central pour ensuite embarquer nos concitoyens dans un parcours d'accompagnement et de rénovation. Et puis aussi, on sera vigilant qu'il n'y ait pas des risques de fraude ou d'effets pervers ou d'aubaine à travers un accompagnateur Rénov' qui pourrait être, alors je dis, c'est peut-être mot pour être en accord avec ensuite l'entreprise qui irait contrôler les travaux. Donc il faudra quand même être vigilant aussi sur cet aspect de neutralité. Oui, bonjour. Donc, Christophe Demey, Infodiag. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, bon. Donc, on a beaucoup parlé du rôle central, du besoin de l'adapter. On sait que pour l'adapter, il y a des délais de mise en œuvre. La dernière fois, il a fallu 2 ans à peu près pour réformer. Ma question est toute simple. Est-ce que ça se télescope pas avec le calendrier de climat et résilience? Et de façon pragmatique, est-ce que vous n'avez pas aussi des recommandations pour peut-être, alors, non pas décaler, mais prévoir des dérogations à ce calendrier pour éviter justement une sortie massive de passoires énergétiques, une atrophie de l'offre locative, par exemple. Alors sur le DPE, c'est vrai qu'on n'est pas
on n'est pas sur une réforme du DPE. On a un certain nombre de... On a détecté un certain nombre d'éléments qui pourraient venir conforter, donner un peu plus de robustesse au DPE, et je ne pense pas que ça demande un temps exceptionnel. Enfin, en tout cas, je pense que ça nécessite de cibler un peu quelques éléments. Ce qu'on dit aussi sur la formation, etc., oui, ça c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais on peut dire quand même qu'on a un outil, le DPE, avec sa nouvelle formule, qui pour moi reste quand même un élément plutôt intéressant et qui permet quand même, parce que même si on peut toujours discuter entre G ou F, entre tel ou tel diagnostiqueur, on est quand même, enfin ça permet quand même d'avoir une visibilité sur là où en est le bâtiment et là où faudrait aller. Donc je pense que on n'est pas pour comment dire, mettre un temps d'arrêt en tout cas sur la rénovation thermique. Les exonérations, en fait, ce qu'on a plutôt proposé, c'est notamment avec le DPE collectif sur les copropriétés, de permettre justement de répondre à ces problématiques-là qu'il pouvait y avoir pour certains logements, sur la question des logements de petite surface aussi, de pouvoir intégrer ça. Et je pense que c'est des choses qui peuvent venir justement s'intégrer plutôt assez rapidement et qui effectivement lèveront un certain nombre de dérogations, en tout cas d'impossibilités qu'il pourrait y avoir sur certains logements, sachant quand même qu'il existe déjà dans le cadre de la loi des dérogations possibles. Donc on n'est pas totalement... voilà, alors on sait que le DPE reste à une certaine imperfection qui va évoluer dans le temps, mais je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on ralentisse la trajectoire, bien au contraire, quoi. Et enfin, notre collègue Sabine Drexler vous l'a rappelé sur le bâti ancien. Là, effectivement, on propose une sorte de moratoire jusqu'en 2025 de 2 ans pour justement, parce qu'aujourd'hui, rien n'est prévu à travers le DPE sur cette question du bâti ancien. Et donc revenir, comme Sabine l'a indiqué, à l'ancien DPE avec un contrôle sur facture. Et enfin, une dernière question d'AEF, Christine Lejoux, qui va prendre la parole. Oui, Christine Lejoux. Qui a demandé la parole. AEF. Christine Lejoux, vous voulez poser une question ?